Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, avec notre cher Kira. Comment vas-tu ? Comment s'est passée ta semaine ? Salut, ça va bien, ce fut une bonne semaine où j'ai fait pas mal de petites choses sympatoches. J'ai vu le dernier Spider-Man, là, Across the Spider-Verse, qui est très cool. Petit bémol, c'est un film en 2 parties, donc vous restez sur votre faim quand même. Il faut attendre un an pour avoir la suite. Aïe. J'ai fini le jeu Star Trek Résurgence, que je vais tester tout à l'heure. Je continue la série Ted Lasso, bien sûr, et j'ai maté le meilleur film de super-héros de tous les temps, Zack Snyder Justice League, encore, en prévision de The Flash, que j'irai voir demain. Excellent. En toute objectivité, bien Bien entendu. sûr, toujours. Et cette semaine, j'ai eu l'honneur et la chance de tester cette démo de Final Fantasy XVI. Tu sais que j'en ai beaucoup parlé hier soir. J'ai été franchement conquis, même surpris. Le jeu a une dimension que je ne percevais pas. Subjugué. Franchement, très belle démo. J'ai fait la démo aussi de Lies of P. Donc un peu moins convaincu que toi. Toi, tu avais bien aimé. Moi, je suis un peu plus sur la retenue pour l'instant. On verra ce que fera le jeu final. Et j'ai fini mon jeu de la semaine prochaine. Un jeu que j'ai adoré. Et je dirai son nom plutôt en fin de podcast, comme ça vous pourrez rester jusqu'au bout. Un peu de teasing ne fait jamais peur. Un peu de teasing, exactement. Dis-nous quel sera le programme de ce podcast. Programme chargé, car il y a eu le Summer Game Fest, donc on a plusieurs conférences à débriefer, le Xbox Showcase, le Starfield Direct, on va parler de Capcom et leur conférence incroyable, l'Ubi Forward et le PC Gaming Show, donc ça sera sous le rythme des débriefs de conférences. Ensuite, le test de la semaine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Star Trek Résurgence, et pour finir, en sujet hors sujet, la série Sanctuary sur Netflix. Exactement, ma série coup de cœur du moment. Et en attendant, générique. C'est parti. Commençons donc par certainement la conf la plus attendue du Summer Game Fest, donc le Xbox Showcase. Donc c'était le moment justement que tout le monde attendait pour que Xbox puisse briller, montrer tout ce qu'il prépare, parce que c'était certain qu'il nous préparait plein de belles choses. Et donc, je pense que c'est la fin de la disette chez Xbox. Cette conférence va nous réconcilier vraiment avec la marque. Et on a vu pas moins de 27 jeux quand même. Donc il y a eu pas mal de contenu, dont 21 jeux, précisons-le, qui seront Day One dans le Game Pass. Donc ça, c'est une petite info qui est importante. Ça montre tout de suite la force de frappe du Game Pass. Qu'a exactement l'offre au sein de Xbox. Et pour commencer, dès le début, j'ai été surpris en fait de cette conférence parce qu'on commence avec Fable. Donc ils ont dégainé direct. Ils ont envoyé du lourd tout de suite avec un trailer très joli, assez amusant, des personnages qui semblent hauts en couleur, en tout cas qui donnent envie. Je pense qu'on aura toujours ce côté décalé qu'on connaît à Fable. C'est vrai, très peu de gameplay pour l'instant. C'est le seul petit bémol, mais en tout cas, ils ont commencé là-dessus et ça a frappé fort. Moi, j'ai été assez conquis par ce premier trailer. Ouais, moi aussi. En plus, le trailer qu'on a vu, la phase de combat, c'est vraiment de la phase in-game qui tourne sur série X. Donc, c'est assez impressionnant. Ouais, c'était vraiment bluffant. Vraiment entrée en matière très cool. Ensuite, je vais pas évoquer tous les 27 jeux qu'il y a eu, évidemment. Je vais vous dire les temps forts que j'ai eu et ceux qui m'ont semblé, en tout cas, sortir un petit peu du lot. Ensuite, on a eu Forza avec une présentation assez timide. Par contre, de Forza, on a la date de sortie qui est au 10 octobre 2023. Donc, pas grand chose à en dire parce que comme je le disais, c'était assez timide. Graphiquement, je sais pas s'il y a eu un petit downgrade entre temps, mais les anciennes présentations, celles qu'ils avaient fait à l'occasion de la conférence avec les développeurs, le Xbox développeur, je crois qu'il s'appelait, m'avaient beaucoup plus convaincu. Donc là, un peu plus sur la retenue là-dessus. Ensuite, on a eu un moment fort que tu as certainement adoré, Kira, qui est le DLC de Cyberpunk avec Keanu Reeves qui a fait le comique durant la conf. Et on a la date de sortie, donc le 9 septembre, Kira. Ouais, ça approche. J'attends, tu le sais, beaucoup ce DLC et tout. Après, petit bémol, a priori, ça va se passer pendant l'aventure, en fait. Donc, c'est pas une histoire en plus, parallèle ou quoi. Donc, ça va nécessiter de recharger une ancienne sauvegarde avant la fin et ça permettra de débloquer une 6e fin, en fait. Je partage cet avis. Toi, t'étais content quand même de reprendre V. Moi, j'aurais aimé avoir carrément un nouveau personnage. Ah, je suis content de ouf, ouais. Mais rajouter une 6e fin, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu tous les deux.
C'est vrai que là-dessus, c'est un peu dommage. Standalone, quelque chose de différent, et pourquoi pas une nouvelle classe de départ aussi, tu vois. Là, on reste cantonné aux 3 classes initiales. Bon, tu le feras quand même. Hein. Bien sûr. Day one. Et j'espère que tu nous le feras en chronique, en tout cas, parce que je ne le ferai, je pense pas. Le mois de septembre sera très très chargé. Ensuite, en autre temps fort, il y a ce partenariat toujours avec Atlus qui fonctionne toujours avec Xbox. Donc c'est un petit peu la marque et le développeur qui permet à Xbox de conquérir le Japon. Une aura japonaise. Voilà, l'aura un petit peu japonaise, tout à fait, merci. Donc on a Persona 3 Reload qui va arriver, Persona 5 Tactics. Ils ont même montré la nouvelle IP du studio qui s'appelle ReFantasio, qui moi me donne extrêmement envie. Et en plus, comme toujours, avec ce partenariat, ce sera dans le Game Pass, donc c'est un très très beau partenariat qui donne de la consistance à Xbox au Japon. Ensuite, je vais aller un peu plus vite sur les annonces. Là, j'ai dit surtout les gros temps forts. Il y a eu Avowed, qui est le jeu d'Heroic Fantasy qu'on attendait, qu'on voulait voir depuis longtemps, qui m'a pas vraiment convaincu. Hellblade 2. Franchement, le trailer, je suis passé à côté. Pour moi, il avait pas trop sa place, ce trailer-là, à l'intérieur d'un showcase comme ça. Ensuite, il y a eu Yakuza, magnifique trailer. J'ai rigolé avec Yakuza, il était génial ce trailer. Enfin, vraiment, c'était la touche de rigolade. Et enfin, pour terminer, il y a eu une avalanche de jeux, tout dans le Game Pass. Donc, on a de l'indé, du jeu de gestion, du city builder. On a Sea of Thieves qui fait un crossover à Monkey Island. Flight Simulator, les gens qui adorent, ils sont gâtés. Il y a eu Jusant, un jeu d'escalade, moi que je trouvais très joli en DA, mais qui m'attirait pas trop parce que l'escalade, je suis encore traumatisé de Zelda. En tout cas, tout ça pour illustrer le fait que le Game Pass, il va envoyer du lourd. C'est vrai que le Game Pass a de très beaux jours encore devant lui. Et donc mon impression vraiment sur la conf, j'en garde vraiment une toute petite amertume parce que j'ai pas eu un gros effet waouh à un moment, et le One More Thing, quand il y en a pas un, c'est la petite surprise à la fin qui clôture la conférence et qui fait plaisir. Ça, c'est ce que j'ai trouvé qui manquait un petit peu, mais pas que Xbox, hein. On l'a vu dans d'autres confs qui manquait cette petite touche à la fin qui fait du bien, et j'aurais aimé voir un peu plus de gameplay, mais sinon je pense qu'ils ont fait une de leurs meilleures conférences depuis très longtemps, surtout que lors des gros events, on sait qu'Xbox parfois sont un peu cassés les dents avec leurs conférences. Donc là, je l'ai trouvé maîtrisé en termes de contenu, de durée, ni trop de jeux, ni trop pas assez. Il y a de l'équilibre, il y a de la variété. On a vu les big boss en plus de Xbox qui sont intervenus au bon moment quand il fallait, c'était juste. On a vu Sarah Bound, on a vu Phil Spencer. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était une très très bonne conférence qui est dans mon top 3 des conférences du Summer Game Fest. Alors je suis d'accord avec toi, l'effet waouh est arrivé juste après avec Starfield du coup. C'était ça leur One More Thing en fait. Exactement. C'était le Starfield Direct que je vais débriefer tout de suite. Allez, très belle transition hein, franchement. Exactement. La conférence Starfield a duré plus de 40 minutes et regorgé de séquences de jeu avec de nombreuses fonctionnalités attendues, notamment le combat, l'exploration, les voyages dans l'espace, la création de personnages, les compagnons, la construction d'avant-postes et de vaisseaux spatials et bien plus encore. Je n'ai pas assez de superlatifs pour tout vous expliquer. C'était beaucoup assimilé. Je vais un petit peu vous analyser 2-3 petites choses qui m'ont beaucoup plu. Déjà pour commencer, Starfield va être énorme. Il y a plus de 1000 planètes à visiter par joueur. Énorme. Chaque planète sera remplie de quêtes importantes et certaines d'entre elles seront stériles en fait. Ça permet aussi d'avoir des biomes différents, genre des rochers qui traînent, des choses comme ça, donc ce qui peut aussi renouveler l'intérêt du paysage en tout cas. Certaines Carrément. planètes seront malgré tout importantes avec des ressources à collecter et Bethesda nous a concocté son terrain de jeu le plus vaste de son histoire en fait. Donc là on est vraiment sur un jeu qui a vraiment une envergure démentielle. Toutes ces planètes remplies de flore et de faune extraterrestre avec des illuminations déterminées par le type d'étoiles dans le système et l'atmosphère sur la planète. J'ai trouvé ça ouf en fait. Parce que c'est vrai que quand on voit un petit peu comment ils codent les jeux, souvent ils orientent la lumière en fonction des objets qu'ils ont envie de montrer en fait et de mettre en avant. Ils se servent de la lumière souvent pour la mise en scène en fait. Là on a vraiment un soleil qui va éclairer la planète de façon naturelle en fait. Et ça si c'est bien géré, ça peut être dingue. Généralement, c'est les jeux de voiture qui utilisent ça. C'est les vrai. jeux de voiture de course, parce que générer un soleil sur une piste, en fait, c'est beaucoup plus facile que dans un monde ouvert. Les planètes sont générées de façon procédurale, essentiellement pour les quêtes secondaires, ce qui permettra de différencier les expériences entre chaque joueur. Bien sûr, les missions principales seront les mêmes pour tous les joueurs sur des planètes plus scriptées. Tiens, explique-nous ce que c'est que le procédural pour les gens qui ne connaissent pas.
Oui, très bonne remarque, parce que c'est vrai qu'on utilise souvent ce terme, on l'a déjà utilisé nous en podcast. Je l'ai utilisé d'ailleurs dans Diablo quand j'expliquais que les niveaux étaient générés de façon procédurale, c'est que il y a un schéma type qui est défini par les développeurs, mais en suivant ce schéma, c'est généré de façon complètement aléatoire. Donc comme ça permet de renouveler à chaque partie ou à chaque atterrissage, par exemple. Personne n'aura la même planète. Quand on relancera la partie, ce sera toujours différent. Enfin, ça permet d'ajouter un côté très aléatoire et presque vivant du coup au niveau, à la planète. Enfin bref, à ce qu'on adapte. Ce qui va beaucoup plaire aux streamers du coup, car chaque streamer aura on peut dire, son histoire à lui et son univers à lui en fait, qui permettra de rendre le jeu unique. Exactement. Donc une fois installés sur une planète, les joueurs pourront construire un avant-poste qui peuvent être installés presque n'importe où sur la surface et qui peuvent également être personnalisés. Donc c'est un système qui est assez bien fichu en fait, car contrairement à Skyrim ou à Fallout, on passe en caméra vue de dessus en fait, ce qui permet de placer ces bâtiments et les plus gros décors, on va dire, de façon plus simple, ce qui permet de quitter la vue FPS ou TPS en fait. Une fois l'avant-poste construit, les joueurs peuvent y affecter du moins leurs équipages, leurs compagnons pour y travailler, configurer des extracteurs pour récolter des ressources, mettre en place un système pour envoyer des marchandises d'avant-poste en avant-poste en fait, ou des stations d'artisanat et de recherche. Donc c'est vraiment un jeu dans le jeu. Ils ont pas mal insisté là-dessus, et c'est vrai que je vais faire le DLC de Cyberpunk, c'est clair, mais quand je vois la masse qu'ils ont annoncé dans ce jeu, en fait, je pense que je vais y jouer des mois, en fait, clairement. De même, les vaisseaux des joueurs pourront également être personnalisés de différentes manières. Donc tu vas voir que des tubs sur internet, on va en voir. Ça va être, je pense qu'ils vont se lâcher un petit peu comme dans Zelda. Ouais, c'est clair. Mais voilà, donc ils ont fait un espèce de robot, bon, très moche, mais ils ont fait un espèce de robot, en fait, pour montrer que c'était possible. Les vaisseaux peuvent être obtenus de différentes manières, soit en les achetant ou en les volant également, ce qui indique une jauge de morale, donc comme dans tous les jeux Bethesda, moins les derniers, mais comme un petit peu dans les Fallout en tout cas, donc ce qui est plutôt cool. Ouais. L'espace étant une zone de danger, les attaques y seront fréquentes. Je vais passer la partie personnalisation du personnage, le système de compétences ainsi que le recrutement de compagnons, qui est très classique dans les jeux Bethesda, ça change pas. Par contre, c'est pareil, vous serez avec vos compagnons dans votre vaisseau et vous pourrez passer en mode un petit peu combat dans l'espace à la Star Wars ou à la Star Trek. Donc ce qui est pas dégueulasse. J'imagine un système un petit peu comme les Vipers de Battlestar Galactica par exemple, un côté un peu, tu vois, SF crade, ça me plairait beaucoup. Ouais. Ce qui m'a plu, pourtant, c'était ma plus grosse crainte, c'était les combats qui sont beaucoup plus dynamiques que sur la première présentation. Là aussi, il y a des tonnes de personnalisation et d'options et de possibilités de switcher de la première à la troisième personne. On peut modifier ses armes, les customiser, les mélanger entre eux. Enfin, ils ont vraiment mis le paquet sur la customisation, que ce soit de leur univers, de l'avatar ou même des flingues. Et le personnage semble avoir un pouvoir ou des pouvoirs, un petit peu comme dans Mass Effect. Donc à voir comment que ça va être intégré par la suite. En tout cas, pour moi, Starfield, c'est vraiment l'effet waouh du Summer Game Fest. Juste avant d'en avoir parlé, j'attendais Starfield, mais j'attendais pas ça à ce point-là, en fait. Là, je suis vraiment chaud bouillant. Tout ce que j'ai vu m'a vraiment plu. Je me suis commandé le collector à 300 balles parce que voilà, quoi, j'ai vraiment envie d'avoir cette montre. donc c'est dire, j'y crois beaucoup, en tout cas. Petite chose à savoir, Starfield sera dispo Day One dans le Game Pass. Par contre, si vous achetez le pack, alors je sais plus comment il s'appelle ça, c'est un pack à 30€ je crois, ou à 25€, un pack d'upgrade en fait, ça vous permet d'avoir accès à des missions supplémentaires, des cosmétiques, enfin des conneries comme ça, mais derrière ça vous permet de jouer au jeu 5 jours plus tard. Et ça permet de rentabiliser, j'imagine, l'investissement. Et ça permet de rentabiliser le jeu aussi, donc c'est assez malin. Il l'avait fait déjà, je crois que c'était pour Forza, à la sortie de Forza Horizon, avec des packs avec des voitures, et quand on l'achetait ça permettait de jouer plus tôt. Mais voilà, comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent se le payer et puis jouer un petit peu plus tôt, ou au contraire y jouer dans le Game Pass quand il arrive Day One. Donc c'était vraiment une super présentation. Pareil, j'ai trouvé que graphiquement par rapport à la première présentation qu'on a eu l'année dernière, il y a eu un sacré gap quand même. C'est beaucoup plus beau en fait. Et j'ai lu sur internet que Bethesda s'était fait aider par 2 studios. Donc le studio, alors toi tu connais mieux que moi mais je me souviens plus de son nom là sur le moment, le studio qui a fait Doom Eternal. Ah d'accord, ID Software, ouais, pour les combats. ID Software, voilà, qui les aurait aidés pour les combats a priori.
Et pour la partie design, en fait, ils ont demandé à Arkane de les aider également pour la partie design et environnementale. Donc, c'est des ténors dans leur domaine, quoi. Donc, c'est plutôt. Ouais, je rejoins ton enthousiasme pour Starfield. Je vais pas répéter tout ce que tu as dit et je suis en phase avec tout ça. Mais surtout, je trouve que le format de cette conférence était complètement adapté à un jeu de cette dimension. Parce que aussi, au travers de Starfield, il fallait un peu rassurer parce que les derniers trailers, ça envoyait pas forcément du rêve. Là, ça y est, ils ont fait une conf qui était magistrale pour moi et encore une fois parfaite en termes de format. Ils ont montré ce qu'ils devaient montrer, ils ont réussi à montrer la dimension titanesque du jeu et je pense que là on a enfin notre premier vraiment system seller, donc le jeu qui pourra faire vendre des consoles. Et on sait que d'ailleurs juste après la conf les ventes de consoles Xbox ont eu un pic, donc plus de 3000%. Ouais, je pense que Xbox tient vraiment son premier system seller et ça fait vraiment plaisir. Moi je suis assez convaincu et confiant du coup pour cette sortie. Et puis 8 ans de développement, ils ont mis l'oseille quand même, et c'est le jeu du tout ou rien, quoi, parce qu'après la débâcle Redfall, la disette de l'année dernière, c'est le moment pour eux vraiment d'envoyer, de montrer qu'ils pèsent, quoi. Donc ce jeu là c'est le jeu de tous les espoirs pour Microsoft et puis pour les joueurs les joueurs, ils ont réussi à faire naître en effet cet enthousiasme chez tout le monde et c'est vraiment bien. Enchaînons sur une autre conf, donc la Capcom Showcase. Donc Capcom, je pense que tout le monde connaît Capcom. Ils ont le vent en poupe en ce moment grâce à Resident Evil 4 Remake qu'on a tous les deux énormément adoré et Street Fighter 6 qui cartonne, vraiment un incroyable démarrage. Donc ils arrivent, franchement, ils sont bien. Eux, ils ont rien à prouver, tout roule pour Capcom. Donc je vais dire ce que j'ai préféré dans la conf. Il y a eu pas mal de petites choses, mais le premier jeu, c'est un jeu qu'on a vu aussi dans le Xbox Showcase. Donc j'ai fait exprès de pas en parler tout à l'heure pour en parler maintenant. C'est Kunitsugami, Path of the Goddess. C'est le jeu, tu sais, qui ira à moitié. Au début, je t'ai dit, c'est Onimusha, mais non, c'était pas Onimusha. Ouais, non. Mais qui vient un peu de derrière, plus ésotérique, vraiment Ghostwire. Ça ressemble un peu en termes de caméra à Bayonetta Origins. Enfin, ça, c'est un jeu qui a généré de la grosse attente chez moi. J'ai très très envie de le faire, ce jeu. Il sera du coup Day One dans le Game Pass. Ensuite, il y a eu Pragmata. Donc, on a eu des nouvelles de ce jeu. Donc, perso, j'ai adoré vraiment ce trailer, même si au regret, on en a vu peu de gameplay et en plus ils ont annoncé le report du jeu, donc ça c'est la déception. Mais en termes de DA, j'avais l'impression de voir Vanquish en next-gen avec une petite fille a priori qu'il faut protéger sur son dos. Enfin moi j'ai été vraiment séduit par Pragmata parce que je suis un grand fan de Vanquish, donc j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est tout à fait ton délire ce genre d'ambiance. Complètement, ouais. Ensuite il y a eu Dragon's Dogma, le 2. On aime tous les deux le premier épisode, Kira, donc le 2, écoute, on est chaud aussi, En plus, c'est plutôt joli. Ils ont vraiment fait un trailer de qualité qui à mon sens, a eu un vrai succès. Donc, il y a eu de la cinématique, un petit peu de gameplay. Enfin bref, on a vu ce qu'il fallait. C'était vraiment un bon moment dans cette conférence. Ensuite, il y a eu le remaster de Ghost Trick. Donc Ghost Trick, je sais pas si tu te souviens, c'est un jeu d'enquête où il faut interroger les esprits pour résoudre des... Ouais, voilà. Donc ils ont annoncé la démo. Seul petit regret, on avait déjà vu ce jeu sur les Nintendo Direct, donc voilà, c'est un peu dommage. Ouais, c'était la même démo en plus, je crois, image par image, c'était la même chose en fait. Quasiment, ouais. Sauf que là, ils ont annoncé, je te dis, la démo. Et après, il y a eu... ça, c'est plus... ça m'a pas forcément touché, mais il y a Ace Attorney, donc la trilogie Apollo Justice, donc la compile du remaster du 4, 5, 6, après le 1, 2, 3 qu'il y avait eu. Donc ça, je sais que ça a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a une très grosse communauté et les jeux sont très bien vendus. Mais moi, c'était pas... c'est pas mon dada, quoi. Et ce qui m'a moins plu dans cette conférence, on a revu du Resident Evil 4 VR, mais pareil, on avait déjà vu à peu près tout ça lors du PlayStation Showcase. Donc, on n'en sait pas plus. Est-ce que ça va être que le village, enfin bref, on sait pas. C'est convaincant ce qu'on voit, ça a l'air immersif, mais on n'en sait pas plus, c'est dommage. Exoprimal, franchement, ça a l'air nul. Je sais même pas quoi en dire, quoi. Le jeu, il me laisse tellement circonspect, un jeu à service où faut tuer des robots, dinosaures. Et il y a Ryu et Guile. Enfin, du moins, ça a l'air vraiment pas bien. Ouais, mais en tout cas, c'est vraiment pas, ça m'a laissé de marbre. Vraiment, mes impressions sur cette conf, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, pas de One More Thing non plus sur celle-ci. Le format, je trouve que Capcom s'est pas foulé.
Quand certains ont fait l'effort d'être sur scène, de faire un petit peu le show, là il y avait rien, pas trop de surprises, des choses qu'on avait déjà vues avant. Moi je voulais voir du Dino Crisis pour toi Kira, parce que je sais que tu veux ça de ouf. Ouais. J'ai espéré. Bah, je pense que t'es pas le seul, hein. Il y a du monde derrière cette licence. Resident Evil, on n'a pas eu trop de news non plus. Onimusha, moi je voulais absolument voir du Onimusha, je suis très très fan de cette licence. En gros, ils nous ont fait une conf un peu scolaire, ils ont fait... Voilà, Capcom est sur 2, ils n'avaient pas grand-chose encore une fois à prouver, donc c'est pas la conf qui m'a vraiment transcendé. Je la mets plutôt dans le flop des confs pour moi. Ouais, alors je l'ai pas regardé, je t'avoue, j'ai juste regardé les trailers, mais c'est vrai que ce que j'ai vu dans les trailers, c'était soit des trailers qui étaient déjà disponibles avant sur d'autres conférences, soit des jeux qui m'intéressaient pas outre mesure en fait. Donc c'est vrai que je me doute que ça devait pas être on va dire emballant ou engageant. Dans tout ça, je crois qu'il y a que Dragon's Dogma, toi, qui pourrait t'intéresser. Il y a que Dragon's Dogma. Ouais, c'est ça qui m'a plu. C'est vrai que j'espère un Dino Crisis que je n'ai pas vu, malheureusement. On va enchaîner sur la conf Ubi Forward. Donc la conférence a commencé par l'officialisation de Just Dance 2024, simulation de danse qui cartonne toujours et qui se vend par palette tous les ans. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais Just Dance se vend énormément et plaît beaucoup en fait. Donc bon, il y en a toujours un, ils l'ont présenté. Derrière, on a Ubisoft Massive qui nous a présenté le très joli Far Cry Avatar, enfin du moins Avatar, Frontier of Pandora en fait. Un FPS open world prenant place sur la planète Pandora avec des personnages inédits à découvrir. On y incarne un Na'vi capturé puis entraîné par les humains avant d'être mis en cryogénisation pendant 15 ans. Donc c'est un gameplay très proche de Far Cry. Quand je dis très proche, elle a même d'être copié-collé, clairement. Avec de la prise de zone, en furtivité ou en mode bourrin, avec différentes montures et armes à disposition. Nul doute que toutes les marottes et autres Ubisoftages seront présents. Comme dans tout bon Far Cry, le jeu sera intégralement jouable en coop. Alors c'est beau, et j'ai bien envie d'y jouer, mais j'attends plus d'une telle licence en fait, donc à voir les prochaines features et les prochaines vidéos qui seront présentées, en tout cas. Juste derrière, on a eu l'instant cringe, la présentation de la série Captain Laserhawk Blood Dragon Remix pour Netflix, donc présenté par, je sais même pas comment il s'appelle, mais le pauvre, je pense qu'il a dû perdre un pari, c'est pas possible, parce que c'était vraiment très très malaisant, je t'avoue, j'ai fait plusieurs facepalms. Il est un peu loufoque. Vraiment devant mon téléphone, j'étais qu'est-ce qui se passe? Notez que c'est réalisé par le studio Bobby Lee Phillips, enfin je sais pas trop comment ça se dit, et c'est prévu pour fin d'année, donc c'est le studio qui a fait les Castlevania. Présentation détaillée pour Forza pour The Crew Motorfest, le prochain volet de la série de jeux de course par Ubisoft. Donc le virage Forzaesque se ressent fortement avec ce monde ouvert. Le titre nous fera participer à un festival sur une île fictive, seul ou avec votre crew, avec de nombreuses épreuves à réaliser. Course de street, off-road, exploration libre, système de playlist, donc c'est Forza quoi en fait, en moins beau. Sorti le 14 septembre 2023, une bêta sera disponible du 21 au 23 juillet prochain. Derrière, on a eu Assassin's Creed Nexus VR, donc c'est la première fois que Assassin's Creed arrive en VR et c'est plutôt cool car ça reste une licence très porteuse et c'est important populaire, pour ce genre de technologie d'avoir une application, une app qui fédère en fait, et là avec Assassin's Creed c'est le cas pour le coup. On sait néanmoins qu'il s'agira donc d'un Assassin's Creed forcément en vue à la première personne et qu'il sera composé de plusieurs missions mettant en vedette les trois des assassins les plus connus de la saga, à savoir Ezio, Cassandra et Connor. Pourquoi avoir choisi ces personnages-là? Pour Ezio, je comprends, Cassandra et Connor sont quand même moins iconiques que d'autres assassins, mais il va arriver sur le casque MetaQuest d'ici la fin de l'année, mais j'ai vu aucune mention d'une version PSVR 2. Est-ce que tu as vu quelque chose, toi? Non, pas lors de la conf en tout cas. Est-ce que ça va arriver plus tard? Je sais pas, mais non, j'en ai pas vu. Ouais, j'ai un petit peu recherché derrière ou quoi, mais j'ai rien vu du tout, et c'est vrai que pour Sony, ça serait quand même plutôt cool d'avoir un Assassin's Creed en VR en tout cas. Bah carrément, oui. Derrière, on a eu Assassin's Creed Jade, l'épisode mobile, donc c'est un vrai monde ouvert à explorer, une toute nouvelle période en Chine, donc j'aime beaucoup cette période-là, c'est la dynastie Qin. Entre les différentes, ça va se passer entre les épisodes Odyssée et Origine en fait, donc c'est bien un RPG en monde ouvert, free to play, avec des combats dynamiques. J'ai trouvé ça vraiment très beau pour un jeu mobile. On en saura plus le mois prochain car ils ont également annoncé une bêta, à savoir par contre sur quel téléphone
téléphone ça va tourner, parce que ça m'a l'air quand même très gourmand ce jeu. J'aurais aimé l'avoir sur console, tu vois. Ouais, carrément, c'est vrai. Derrière, on a eu Assassin's Creed Mirage, que j'attendais beaucoup. Ça devait être initialement un DLC de Valhalla. Ils effectuent un vrai retour en arrière dans tous les sens du terme, hein. Une ambiance qui n'est pas sans rappeler celle du premier Assassin's Creed. Le gameplay revient donc aux sources de la saga, avec de l'infiltration, des courses-poursuites, des assassinats et une intelligence artificielle d'époque, donc de 2007. De voir des ennemis à la queue leu-leu pendant les combats, ça m'a rappelé quand même la bonne période, mais est-ce que j'ai envie de rejouer à ça maintenant ? Bon, à voir. Peut-être pas. Une petite parenthèse musicale très sympa sur Skull and Bones, pour nous rassurer que le jeu est toujours là, existe toujours, hein. Par contre, on n'a rien eu d'autre, hein, à part l'annonce d'une bêta sur PC. On a eu de la musique. Là, ouais, et le groupe était sympa, je t'avoue, j'ai réécouté la musique derrière, je me suis dit, c'est cool, mais il n'y a pas de jeu. Carrément. Ensuite, on a eu Prince of Persia The Lost Crown, donc qui aura fait beaucoup parler de lui depuis son annonce, hein. Le titre divise la communauté entre celles et ceux qui sont ravis d'avoir un retour à la 2D comme moi, et ceux qui détestent la direction artistique très Fortniteisée comme moi également. Donc à voir ce que ça va donner. Il y a une belle mise en scène, hein, qui m'a rappelé justement le film Spider-Man Into the Spider-Verse, ce côté un petit peu saccadé, avec des mouvements de caméra très punchy et tout. Voilà, l'originalité en moins par contre, mais sinon ça a l'air plutôt cool. Et pour finir, dans une ambiance de folie, une salle en ébullition, le gros morceau du show, on a vu enfin le fameux Star Wars Watch Dogs, enfin je veux dire Star Wars Outlaws en fait, un jeu en monde ouvert développé par Massive. Dans ce jeu, on va y incarner donc une jeune femme rebelle, courageuse et intrépide avec son petit familier malicieux et tout choupi dans un univers hostile. C'est original. On nous précise notamment que l'on devra effectuer des missions dangereuses pour échapper à l'Empire en organisant notamment le braquage du siècle, hein. Donc c'est une très belle présentation de gameplay pour ce jeu d'action avec de séquences de shoot et de course-poursuite, des choix de dialogue, de la navigation spatiale, on a vu vraiment plein de trucs, hein. Donc Ubi a vraiment mis les petits plats dans les grands pour cette présentation, donc c'est beau, c'est fluide, c'est très ambitieux, du moins sur le papier, donc j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça joli, mais encore une fois, j'ai trouvé ça génial. Je vais faire quand même une petite conclusion, un peu comme un test en fait. J'adore Ubisoft, mais le Ubi des années 2010 en fait, quand ils étaient novateurs, quand ils tentaient des choses, là où nous avons une conférence Ubisoft qui n'avait donc absolument aucune surprise et aucune prise de risque en fait. Ubisoft continue de singer ses propres jeux, il singe également la concurrence tel un collégien qui copie sur son voisin. Nous avons de belles licences, mais j'ai déjà joué à tout ça en fait. Sûrement que ça va plaire aux joueurs, mais un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu, et sans prise de risque, on continuera à consommer le même jeu vidéo encore et encore, tel un gros McDo. C'est très agréable sur le moment, mais le lendemain t'as aucun souvenir de ce que t'as mangé, à part une grosse chiasse en fait. C'est un Ubisoft forward qui n'entrera pas dans les annales, malgré quelques jeux marquants, mais pour moi c'est un gros raté en tout cas. Pour ma part, tu vois, ça a été, en termes toujours de format de conférence, ça a été, j'ai trouvé qu'Ubisoft s'était mouillé pour le coup. Ils avaient fait le show, bien que la salle, je trouve que faisait pas vraiment honneur, en tout cas, à la dimension de ce qu'ils allaient montrer. Elle était, c'était un peu en retrait à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est on a vu du gameplay, on a vu des grosses licences, c'est vrai, plutôt générique, tu as raison. On est sur un Ubisoft qui prend pas de risque, mais qui fera certainement le job, je pense, en termes de succès d'estime et critique. Des surprises, j'en ai eu aussi un petit peu. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pendant cette conférence qui est, tu en parlais tout à l'heure, qui est Prince of Persia The Lost Crown. Donc en termes de DA, moi j'aime beaucoup la DA, j'aime l'animation. En plus, c'est des gars, on sait derrière, qui sont très très compétents. C'est le studio, c'est la branche montpelliéraine qui ont déjà fait du Rayman et tout. Enfin, on a des personnes qui sont vraiment ultra capées là-dessus. Et en plus, c'était sympa qu'ils soient intervenus, le développeur principal, qui en parle et tout. Il en a parlé avec passion et moi il m'a vraiment donné envie. J'aime bien ce côté un peu Metroidvania de Prince of Persia. Enfin, je suis vraiment chaud. Ça, c'est quelque chose que je ferai à l'ancienne, comme les anciens Prince of Persia. Carrément. Franchement, je suis complètement conquis par ce jeu. Avatar, c'est pas une licence qui, moi, me parle vraiment. Les films, j'aime pas le 1, j'ai aimé le 2. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très joli. Des planètes assez denses, une belle végétation. Là où ils peuvent, en termes de gameplay, se démarquer, c'est que les Navy, c'est l'agilité, la vitesse, la puissance. Et en ça, il faut que ça se retrouve, parce que ce sera un élément
élément différenciant justement pour cette licence. Quand je parlais de surprise, j'ai eu, je pense, un des trailers que j'ai préféré dans cette conf, qui est celui de Star Wars. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, avec une ambiance un peu, tu sais, le film Han Solo qui était vraiment cool. L'héroïne, je la trouve badass et tout. On est vraiment dans l'univers des contrebandiers, avec un petit grain en plus sur l'image qui fait vieux film à la Solo. Alors j'ai pas la même notion de badass. Ouais, mais en tout cas, moi, elle a très très bien marché sur moi, cette bande-annonce. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Du gameplay, on en a vu peu, mais pareil, je suis pas transcendé par la partie gameplay, mais en tout cas, le trailer a vraiment fait un bel effet waouh chez moi, et c'est vrai qu'il a beaucoup fait parler de lui. Il y a eu une petite intervention en plus de Yves Guillemot, donc ça c'était plutôt sympa, mais c'était cool. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que sur cette conf-là, d'habitude on est plutôt en phase, là, je suis moins d'accord. C'est une des conférences que j'ai préférées, elle est dans mon top 3. Je vais la mettre, ma préférée reste quand même le show d'ouverture du Summer Game Fest, qui était trop cool, avec FF7 Remake. Ensuite, je mets celle d'Ubisoft, et après la conf Xbox. Sachant que Starfield, c'est un peu à part, c'était tellement un show dantesque, c'était moins une conférence comme les autres. Mais en tout cas, moi, j'ai été plutôt séduit, donc franchement, j'ai passé un bon moment sur cette... Moi, je vais pas faire l'affront de classer cette conf, clairement, car encore une fois, je suis attaché au vieux Ubisoft, et quand je vois ça, j'ai l'impression de voir un vieux tonton, tu sais, dans une fête, tu vois, qui a un peu vieilli, qui a passé la cinquantaine, qui a un peu bedonnant et qui a envie de faire un peu Jones, tu vois. Donc qui va à chaque fois utiliser des termes, ou qui va faire des petites blagues, des petites vannes, mais toujours à côté de la plaque, et c'est toujours un peu cringe, tu vois. Et moi, j'ai un peu ressenti cette conférence comme ça. En fait, je sens que Ubi a de l'or entre les mains, mais n'en fait rien. Bon, après, c'est vrai qu'Ubi a envie de faire je pense, prioriser ses NFT ou ces choses comme ça, c'est possible. Mais quand je vois les difficultés qu'ont le studio dernièrement, certes, ils ont montré de grosses licences, de licences fortes, mais encore une fois, j'ai déjà joué à tout ça, quoi. Et le jeu Star Wars, surtout l'héroïne, je l'ai vu 8 fois dans les 8 dernières productions Star Wars. J'ai un peu l'impression qu'on me ressort les mêmes marottes encore et encore et encore, et ça, c'est dommage. Après, moi, je dis toujours, le vieil adage, c'est manette en main qu'on peut juger. C'est vrai que je vais pas tirer de conclusion hâtive ni sur la qualité d'Avatar, ni sur la qualité de Star Wars, ni dire qu'il est vieillissant. C'est vrai que pour moi, c'est un peu prématuré. Exactement, tout à fait. Là, je juge que la présentation. Surtout que regarde, on aurait jugé Starfield sur ce premier gameplay. T'aurais pas tenu le discours que t'as tenu tout à l'heure sur Starfield. C'est les premières versions de gameplay qu'on a vues. C'est à risque en plus de montrer du gameplay, parce que justement ça peut faire cet effet un peu déceptif. Donc encore une fois, c'est ce que je disais en intro, Ubisoft s'est mouillé. Tout le monde n'y trouvera pas son compte, et c'est évidemment normal. Les goûts de chacun sont indiscutables là-dessus. Mais encore une fois, moi je salue en tout cas cette volonté d'en montrer, d'aller sur des licences fortes, et qui peuvent créer des dissensions parce que certains sont attachés aux univers. Donc moi j'ai trouvé un Ubisoft qui reprenait un peu du poil de la bête. Donc c'est vrai qu'on n'a pas vécu cette conférence de la même façon. Mais après, le niveau d'attente n'était pas le même. T'es un très très grand fan d'Ubisoft, moi beaucoup moins. Donc ça peut créer aussi des niveaux d'attente qui sont... Oui, c'est vrai. Et puis comme tu le sais si bien, on t'appelle Monsieur Enthousiaste. C'est pas pour rien. C'est un compliment. Bon, enchaînons sur une conf qui est moins glorieuse, là, pour le coup, parce que celle-ci, j'étais vraiment en souffrance pendant 2 heures, qui est le PC Gaming Show. Donc 2 heures de conférence avec plus de 50 jeux. Donc là, déjà, moi... je trouve que ça fait beaucoup. J'aime bien les confs qui durent 1 heure, 1 heure et un quart max, 2 heures, 50 jeux. Et en plus, ils ont commencé, donc tu parlais de cringe tout à l'heure, ils ont commencé sur 10 minutes encore une fois de sketch basé encore une fois sur l'intelligence artificielle. Enfin, ils ont tenté de faire du Devolver comme je l'avais débriefé la semaine dernière dans le podcast. Donc c'était très peu rythmé, assez lourd. On a vu des belles choses quand même. Donc je vais en citer, mais sur 50 jeux, vous doutez que c'est pas très exhaustif ce que je vais citer. Mais déjà, l'ouverture, c'est ce que j'ai préféré. En fait, c'est l'ouverture et la fermeture que j'ai aimé. Donc l'ouverture, c'était sur Forcepunk 2. Tu sais, le jeu de gestion dans la glace, où t'as une ville. Carrément, que j'ai adoré. C'est génial, ça. On n'a pas vu de gameplay, mais on a vu que ça semblait être un peu la guerre civile. Il y avait l'air d'avoir du mazout et du pétrole vraiment au sein, qui fait partie intégrante du trailer. Il change un peu d'ambiance, oui. Donc vraiment, ça, tout de suite, ça m'a mis dans de bonnes conditions. Et après, on a enchaîné des trailers qui étaient plus ou moins sympas. Beaucoup de jeux indés. Pas un mal en soi, mais dans le PC Gaming Show, je m'attendais pas forcément à ça. Il y a eu des world premières. Il y a Citizen Sleeper, je pourrais en citer plein. Il y a Critter Love qui faisait penser à Wind Waker, un peu à la sauce Chia. Il y avait Alma, un Metroidvania cyberpunk qui avait l'air vachement bien. En milieu de conf,
j'ai commencé à respirer un peu. Ils ont fait intervenir un développeur, donc il y en a eu un pour parler de Stormgate, un STR entre Warcraft et Starcraft. Un peu en plus un univers qui amalgame les deux ambiances. En plus, c'est un jeu qui est vraiment du jeu PC, donc là on était vraiment dans le thème. On a vu du Vampire Survivor que j'adore, Baldur's Gate, donc je suis très content d'en voir tout le temps, mais à un moment on aimerait bien que le jeu sorte, j'ai envie d'y jouer. Oui, c'est clair. Il a été annoncé sur Stadia à l'époque. Oui, non, mais c'est pour ça, ça commence à être un peu l'Arlésienne. À chaque fois je le vois, j'ai trop envie. En plus, l'Ariane Studio, je suis fan, mais voilà, il faut que ça avance. Ce Baldur's Gate, il va arriver. Là, ils ont parlé de l'alpha et tout. Et pourquoi j'ai aimé la fin, c'est qu'ils ont déjà parce que la conférence terminée, je me sentais libéré, mais aussi parce que on a vu beaucoup de gameplay les développeurs de Dune Awakening. Et le jeu est sublime. Franchement, le jeu est beau. On a vu des images de l'alpha, on a vu les véhicules, les combats, l'environnement, la création de personnages. Enfin bref, moi qui suis grand fan comme toi de l'univers de Dune, j'ai beaucoup aimé ce point d'orgue qui mettait fin à ce supplice de 2 heures. Ce calvaire. Ouais, c'était vraiment un calvaire. Pourquoi j'étais pas bien dans cette conf, enfin j'ai pas vraiment aimé. C'est que déjà, bon, leur système de sketch qui tombait plus à plat que Devolver, c'était vraiment pas terrible. Mais surtout, beaucoup de trailers, on les avait déjà vus dans le PS Showcase, dans le Xbox Game Show, dans le Xbox Showcase, pardon, et dans la Guérilla Collective que j'ai débriefé la semaine dernière. Donc c'était très redondant avec ce qu'on avait déjà vu. Donc forcément, notre attention elle décroche à ce moment-là. Et aussi, il n'y avait pas de Cyberpunk. Cyberpunk, c'est dommage, c'était quand même un jeu PC. Ils n'ont pas mis en avant les fonctionnalités du PC. Ils auraient pu mettre en avant des mods sur PC qui font un petit peu la différence des consoles. Ils auraient pu montrer la ROG Ally, la nouvelle console portable qui se joue sur un environnement Windows. Steam, on les a pas vus. GOG non plus. Ils auraient pu parler du launcher de Sony qui préparait sur PC. Enfin bref, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas... très peu de Game Pass en plus, il n'y avait pas de rien vraiment en lien avec le PC. Ils ont montré des jeux qui sortaient sur PC, mais moi je voulais plutôt voir des choses en lien avec l'environnement du PC, l'écosystème, des choses qui feraient envie de jouer sur PC, des choses qui sont différenciants des consoles, parce que là on a vu beaucoup de jeux qui sortaient aussi sur console. Donc si je devais être prof du jeu vidéo, je leur dirais sur leur copie de fin d'année, bien essayé, mais on est complètement hors sujet. J'ai trouvé cette conférence hors sujet, surtout parce qu'on avait vu plein de choses auparavant. Et bien ceci clôture notre session news très longue cette fois-ci, mais après il y avait beaucoup de contenu à débriefer, hein, c'est jamais simple de débriefer des conférences en podcast. Et on va enchaîner sur ton test, mon cher Kieran, qui est Star Trek Résurgence, un jeu sorti en avril 2023 sur toutes les consoles, et tu vas nous dire un petit peu ce qu'on y fait dans ce jeu. C'est ça, donc ça sera un test assez rapide, car je savais qu'avec la section news, on allait prendre un peu de temps. Donc du coup j'ai fait un test assez rapide, et j'ai pris un jeu du coup qui nécessite pas non plus d'avoir un développement incroyable. Bien vu. Déjà pour commencer, Star Trek Résurgence, ça se présente comme un jeu d'aventure narrative dont l'histoire se déroule en l'an 2380, quelque temps après les événements de Star Trek The Next Generation. Vous y incarnez donc 2 personnages principaux, alternant entre le second de la passerelle en fait, Jara Rydeck, et l'ingénieur Carter Diaz en fait. Et donc ça permettra d'avoir 2 points de vue différents en fait au sein de Starfleet. Donc ce qui est quand même plutôt cool. Ces derniers tenteront de percer un mystère impliquant 2 civilisations au bord de la guerre, en fait. Tout au long de l'aventure, vos choix auront un impact décisif sur la résolution ou non du conflit. Donc c'est un jeu tel, tout ce qu'il y a de plus classique dans le genre. Pourquoi ? Parce que c'est réalisé par Dynamic Labs, en fait, des anciens de tel. Donc ils ont repris la formule, donc celle d'un récit captivant, ponctué de choix moraux, de nombreux QTE et de mini-actions à effectuer comme des énigmes très typées point and click par exemple. On va aussi utiliser plusieurs appareils du lore de Star Trek, et du coup ça donne une vibe un peu comme les tout premiers jeux de tel. Donc on se retrouve un peu comme le premier Retour vers le futur par exemple, ou même leur toute première production. The Walking Dead. Alors, même avant Walking Dead a vraiment pris un parti scénaristique avec des actions très très sommaires en fait. Là, on a vraiment plus de QTE et plus d'énigmes en fait. Donc c'est vraiment il y a eu une grosse transition. C'est Telltale Game est devenu ce qu'il est en fait grâce à The Walking Dead. Et avant ça, c'était vraiment du jeu à l'ancienne, on va dire. Ok, je vois. Donc on est sur un jeu indépendant hein, concrètement qui se contemple tel un film interactif. On y développe un certain attachement pour les personnages, donc alors
oui, c'est moche, c'est buggé, c'est rigide, le doublage est ignoble et les sous-titres, n'en parlons pas. Mais la sauce marche malgré tout, en fait. On se retrouve sur un jeu en 5 actes où on alterne donc entre les deux personnages principaux. Le gameplay est simple mais efficace et c'est là que le jeu fait mouche, donc lors de l'utilisation de tous ces appareils en fait du lore Star Trek comme le tricorder, le phaser, le téléporteur. Il y a quelques scènes d'infiltration et le tout dans un skin Star Trek du plus bel effet. Nous avons la sensation de faire partie d'un épisode de Star Trek et la fidélité à l'univers est vraiment top, hein. Donc pour les fans, là-dessus, je le recommande. Les passages en navette sont anecdotiques, mais encore une fois, ça renforce l'immersion. Les dialogues sonnent justes et sont loin d'être manichéens, en fait. L'aspect politique de la série a été compris par les devs et certains choix sont graves, même très graves, et je me suis senti très impliqué. J'avais le sentiment de faire partie de la Fédération des Planètes Unies et que cet univers était vivant. Donc c'est un sacré tour de force, hein, quand on voit que tous les personnages ont l'air morts. Ça n'invente pas la roue. On a vu des jeux dans le style, hein, qui sont 10, 15, 20 fois meilleurs. Je pense par exemple à Détroit, hein, un des plus connus. J'allais le citer. Voilà, à du Heavy Rain ou même à toute la saga des Dark Picture Anthology ou même The Quarry, tu vois. Là, on est c'est des jeux qui ont plus de budget, certes, mais du coup qui ont plus d'audace. Là, on est vraiment sur un tout petit jeu et je le recommande vraiment aux fans de Star Trek. Sinon, passez votre chemin, ça va pas vous emballer plus que ça. Au niveau des plus et des moins, donc j'ai écrit en plus l'univers Star Trek, TNG, clairement. Les guests, on va retrouver des guests comme Spock, par exemple, qui est plutôt cool. Le scénario est très très bon, les choix moraux et certains mini-jeux sont vraiment sympas à faire. Et dans les moins, c'est moche, la musique anecdotique, c'est très très rigide, mais vraiment les personnages c'est des smiromorques. Il y a des gros bugs, des fois le doublage passe en anglais, des fois il n'y a pas de doublage du tout, un coup le personnage se vouvoie, un coup il se tutoie, enfin c'est le son se coupe, enfin c'est ignoble, vraiment c'est ignoble. Et quand je l'ai acheté, je voulais y jouer Day One, j'ai attendu 1 à 2 semaines le temps que le jeu soit stabilisé, mais non, en fait, ils n'ont pas sorti de patch encore. Donc voilà, c'est dommage. Et c'est beaucoup trop cher, hein, 39,99 pour ça, clairement. À 19-20 euros, ok, mais au-delà, c'est vraiment parce que je suis fan que je l'ai pris. Bon, compliqué alors, du coup. Est-ce que il y a, moi, tu sais, la référence, c'est Detroit Become Human. Je suis pas très, très aficionado de ces jeux, mais tu m'avais dit de le faire absolument, et j'avais un autre ami qui m'avait conseillé Detroit. Là, j'ai bien compris qu'on n'était pas sur un jeu de cette envergure, mais moi, ce que j'aime bien, c'est les différents embranchements que tu peux prendre dans Détroit et la rejouabilité qui va avec. Est-ce que t'as ça dans ce jeu ou vraiment c'est plutôt linéaire comme... T'as des choix moraux et des embranchements différents. Le truc, c'est que c'est pas fait comme Détroit où Détroit, tu vois l'arborescence qui te dit où tu peux changer et ce qui te donne instinctivement envie de le refaire. Là, c'est pas le cas. Le jeu se joue comme une aventure unique, en fait, où tu vas faire tes choix et tu auras la résolution à la fin. Et si tu veux des choix différents, il va falloir le recommencer et faire d'autres choix. Mais du coup, tu ne sais pas combien il y a de choix possibles ou quel choix est vraiment déterminant ou pas. Et on a quand même cette illusion d'avoir participé à quelque chose, ce qui est quand même pour le coup très bien fait, mais voilà, il n'y a pas cette rejouabilité ou ce côté ludique d'avoir envie de le refaire en fait, justement parce que les embranchements tu les vois et tu les perçois. Donc sa vraie valeur ajoutée, c'est ce que tu disais, c'est plus la partie pas fan service, mais plutôt faire plaisir aux fans, quoi, un jeu qui est vraiment intégré pour les fans. Mais du coup, tu t'y es retrouvé, t'as vu des incohérences, au final c'est vraiment hyper fidèle, malgré leur peu de budget. On sait qu'ils ont été quand même ultra carrés, les gars, sur l'univers de Star Wars, de Star Trek, ils maîtrisent leur sujet, ou parfois aussi ça tombait un peu à côté. Alors c'est méga fidèle, j'ai pas vu d'incohérence du tout, et pour te dire, vu que c'était moche en fait, je me suis un peu imaginé ça comme un épisode daté de Star Trek The Next Generation, tu vois, un peu kitsch, un peu rigide, un peu surjoué, tu vois. Du coup, moi ça m'a permis aussi de rentrer dedans de cette manière, mais quelqu'un qui est pas familier de l'univers Star Trek, clairement, bon, voilà, passez votre chemin, mais même quelqu'un qui est familier de l'univers de Star Trek, il faut vraiment être un fan aguerri en fait, et connaître pas mal de choses. Après, comme je le disais, il y a une sensation de comment dire, il y a vraiment une gestion politique de l'univers, on va dire, où il y a un conflit entre deux races, et on vient comme émissaire au début, et puis après
après on doit s'arranger au fur et à mesure. Et ça m'a rappelé certains moments, en fait, les meilleurs épisodes de Star Trek Deep Space Nine qui tournaient essentiellement autour de ça. Et on est vraiment sur de la politique adulte, en fait. On n'est pas sur quelque chose d'enfantin comme on a pu voir dans d'autres séries. Là, on est vraiment sur quelque chose d'adulte. Et c'est vraiment prenant. On a envie de trouver la meilleure solution pour le bien commun, comme le veut la Fédération. Mais par moment, on a cette envie aussi de se dire, allez fuck, si j'envoie toucher, qu'est-ce que ça donne? Et ça aurait été cool de le voir avec cette fameuse arborescence, qui n'est pas le cas du coup. Mais pour les fans de Star Trek, et surtout si vous la jouez roleplay, vous allez voir, ça fait mouche. Ok. Donc c'est le genre de jeu on peut faire abstraction de tous les défauts que tu as cités, à condition d'être vraiment à fond dans l'univers Star Trek et de se mettre dans cette immersion, accepter le fait que le jeu aura des défauts et après à partir de ça va rouler et t'es à fond dedans. Après il y a des défauts que je pardonne, je peux pardonner que ce soit moche, je peux pardonner que ce soit rigide, qu'il y ait des phases de gameplay datées, je peux le pardonner du fait que ça soit un premier jeu d'un nouveau studio, même si c'est des anciens de chez Telltale. Ce que je peux pas pardonner, c'est les bugs, clairement. Il y a des bugs, des fois c'est ignoble, quoi. Bon, le jeu a jamais craché, mais à un moment je parlais à un personnage qui était invisible, quoi. Donc je me suis fait un film que c'était une race extraterrestre invisible et tout, ok. Excellent. Avec moi la suspicion d'incrédulité, elle était vraiment tirée au maximum, hein. Ça passait. Bon, ça. Mais bon, je me dis ouais non, c'est pas sérieux en fait, c'est pas sérieux. Et c'est vendu 39,99€, 40 balles. Sérieux. Et c'est en full dématérialisé en plus, donc pour avoir des remboursements, je pense pour les gens qui sont déçus, c'est pas cool, quoi. Donc je pense que c'est un jeu qui aurait dû être vendu 15-20€ max en fait, et là les gens auraient pu pardonner ça, quoi. Et surtout que le jeu est sorti il y a un mois, il y a toujours pas de patch, donc ça aussi c'est embêtant. Quel que soit le prix, c'est vrai que c'est dur d'excuser que le jeu est cassé, quoi. Enfin ça c'est parce que t'as des jeux à 5€ ou 10€ qui sortent, ils sont au poil, quoi. Donc ouais. Ok. Exactement. Bon, ça marche. Bon, ça reste quand même une recommandation qui est... Au moins, on aurait été, je pense, les seuls à le traiter en podcast. Ce jeu, déjà, c'est bien. Hein, je pense. Déjà, c'est en plus t'as pas de note sur Sens Critique, ils en parlent nulle part. Voilà, ouais. Donc, il y a un test. Le jeu est sorti de nulle part. Il y avait un fan de Star Trek qui l'attendait, c'était moi. Excellent. Est-ce que tu peux nous faire notre petit point autopromo, réseaux sociaux, comme on a l'habitude de le faire? Mais bien sûr. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, notre site internet également, latavernedugamer.fr, des pages que nous alimentons régulièrement. Vous nous trouvez également sur toutes les plateformes de podcast, bien sûr. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles également sur vos notations. On est très très à l'écoute des retours que vous nous faites. Pareillement, si vous écoutez nos podcasts et que vous êtes d'accord ou pas avec avec nos ressentis à nous, n'hésitez pas à nous en faire part, parce que c'est aussi ça le but, c'est d'échanger. Là par exemple, vous l'avez vu sur la conférence Ubi, Sid et moi on n'était pas d'accord, mais c'est bien, ça permet de voir aussi deux visions du jeu vidéo différentes et que ça parle pas à toutes les sensibilités. C'est ça qu'on aime, exactement. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, parce que c'est super cool d'échanger avec vous en tout cas, et puis ça permet aussi, pourquoi pas, si on oublie des choses, de les citer lors de prochains épisodes. Pareillement, si vous avez des sujets hors sujet, des tests à nous conseiller ou quoi, n'hésitez pas. Là, on va arriver dans une période un peu plus creuse où on va avoir moins de nouveautés, donc on peut se concentrer sur des anciens jeux, pourquoi pas. C'est vrai que je pense continuer les Metal Gear, mais derrière, si vous avez d'autres idées, surtout n'hésitez pas à nous en faire part. On est ravis de vous écouter. Je peux rien rajouter à ça, hein, c'était parfait. T'as tout dit. Donc j'ai plus qu'à enchaîner sur mon sujet hors sujet. Donc je l'ai intitulé, donc c'est la série Sanctuary. Est-ce que tu sais de quoi ça parle un petit peu, Sanctuary, ou pas du tout? Là tu vas découvrir à 100%. Alors moi je connais une série Sanctuary, une vieille série avec des démons et Amanda Tapping qui était vraiment nulle, mais je pense pas que ce soit très bien. Donc tu vas découvrir à 100%. Donc la chronique le nom de ma chronique, c'est la plus shonen de toutes les séries live de Netflix. Donc c'est pas un animé, hein, c'est vraiment une série avec des vrais acteurs. Donc ça s'appelle Sanctuary. C'est aujourd'hui ma série coup de cœur que je préfère de toute la plateforme, carrément. Encore une fois en série live, hein, parce que sinon il y a Arcane, il y a Cyberpunk, mais en série live c'est celle-ci ma préférée aujourd'hui. Et déjà je vais te surprendre avec le thème. Donc il y a 8 épisodes de 45 minutes et c'est sur la vie des sumo, les combats de sumo, le sport national du Japon. Donc déjà on est sur un thème franchement très peu évoqué et utilisé auparavant. Anecdote, c'était le sport préféré de Jacques Chirac.
Ouais, mais en vrai, je comprends, je te jure, j'ai vu ça. Bon, forcément, je peux pas m'y inscrire au sumo, mais j'aurais bien aimé regarder à la télé. J'ai regardé sur YouTube des vrais combats de sumo et tout, et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Ça m'a fasciné. Donc le réalisateur, c'est Ken Eguchi, donc un japonais que je connais pas trop pour le coup. L'acteur principal, je connais bien, c'est Wataru Ishinose, donc qui a joué notamment dans un film de Takeshi Miike, qui est Crown 2. Il y a aussi une autre excellente actrice que je connais, c'est pas que j'ai découvert ici, qui est Shiori Kutsuna, qui est vraiment exceptionnelle dans la série. Et juste pour terminer sur le nom des acteurs, il y a Pierre Taki, donc qui est un japonais aussi, qui a joué dans Godzilla Résurgence. Donc pourquoi je parle de Godzilla ? Peut-être que je suis en train de teaser un prochain sujet hors sujet. Shin Godzilla. Mais en série, de quoi elle parle ? Donc c'est l'enfant terrible du quartier, donc il s'appelle Ose. Donc c'est un adulte sans emploi, ni vraiment de projet dans la vie. Il erre un petit peu, voilà, il sait pas trop ce qu'il fait de ses journées. Le pauvre, en plus, il est pas dans la meilleure famille du monde, une famille un peu déchirée et qui est difficile à vivre. Entre la délinquance et l'envie de s'en sortir, il décide du jour au lendemain, un peu par l'appât du gain quand même, parce qu'a priori le monde du sumo, quand on y est bon dedans, ça paye très bien. Il décide de rejoindre une écurie. On appelle ça les écuries, les équipes de sumo, qui s'appelle Eya, cette écurie. Sauf que lui, un peu délinquant, il a pas les codes, il rentre dans un monde ultra traditionnaliste. Faut dire que c'est fondamentalement pas réac, ce serait pas sympa de dire ça, mais vraiment c'est très très ancré dans des traditions plutôt anciennes, le monde du sumo. Et lui, il arrive, il a pas les codes, et je vous laisse imaginer à quel point ça met le bazar un petit peu dans tout ça. Donc ça, c'est le pitch de la série. Donc déjà, tu vois, sympa. Oui, carrément. Ça donne envie. Et donc, c'est une série de sport, forcément, puisqu'on parle du sumo. Donc, fondamentalement, il y a des combats de sumo, il y en a beaucoup. Ils sont très bien réalisés. Il y a des acteurs qui sont en plus des anciens ou des vrais sumotori. Donc, ça, c'est plutôt cool. La tension est vraiment bien présente dans les combats de sumo. J'ai découvert vraiment au travers de cette série et j'ai trouvé que c'était extrêmement viscéral, violent en plus. Ça m'a vraiment étonné. On y découvre aussi les différents rangs. C'est un sport qui est très hiérarchisé, et notamment Kira, le rang le plus élevé, c'est le Yokozuna. Donc c'est quand les sumo arrivent à un stade où ils sont des demi-dieux vénérés et tout, enfin vraiment mis sur un piédestal énorme. Ce rang, ils ne peuvent plus le perdre, ils le gardent à vie. Donc on voit des Yokozuna, et on voit aussi les tout premiers rangs et le travail que ça nécessite de progresser dans ce monde qui est extrêmement difficile. On découvre aussi des techniques de combat du sumo, dont le shiko, c'est, on le voit souvent, c'est lever la jambe très haut et la reposer par terre et faire un squat, soulever l'autre jambe. Ouais. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce qu'on voit toujours quand on caricature un petit peu, en tout cas quand on surtout voit quand on voit la masse que transportent ces personnes, les voir lever la jambe aussi haut, c'est surtout qu'ils en font des 500, des 1000, ils en font pendant 2, 3, 4 heures dans la journée, ça sans s'arrêter. Le shiko, c'est vraiment l'entraînement de base des sumo, et ça, je l'ai appris vraiment au travers de la série, parce qu'on suit leur entraînement, leur repas évidemment, la relation entre écuries, parce qu'on voit que c'est aussi politique que sportif, le code, comme je dis, le monde ultra traditionnel dans lequel est enfermé ce sport des sumo, et en plus ça retranscrit un petit peu la société japonaise avec la retenue qu'on leur connaît, aussi on parle un petit peu de la place des femmes dans cette société, le journalisme, enfin bref. C'est une série de sport qui est extrêmement addictive. On y voit vraiment, on découvre le sumo grâce à elle, et c'est un sport qui est noble. Ce sont des très très grands athlètes, et on s'en rend compte grâce à ça. Mais pourquoi j'ai aimé cette série, c'est que c'est pas qu'une série de sport. Elle est aussi très orientée sur les personnages, un peu à l'image des mangas finalement. C'est pour ça que je disais que c'était la série la plus shonen que j'ai vue. C'est qu'aussi on voit, si tu veux, des Kira, des familles qui sont souvent dysfonctionnelles, qui ont un petit quelque chose qui les rend très humaines, très réalistes, mais il n'y a pas de famille parfaite. Il y a des familles avec leurs difficultés, leurs souffrances, leur passé, et ces personnages qui évoluent dans le monde du sumo aussi avec leur passif, etc. C'est absolument passionnant. Ça rend un côté très 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 attachant au personnage. On y voit aussi un petit peu la corruption de certains membres de cette fédération des sumo, la rancœur qui peut exister entre, je l'ai dit, les différentes écuries, les différents personnages. Je l'ai aussi cité, la journaliste, qui est un personnage absolument génial dans cette série. Donc ce qui m'a marqué, c'est que tu vois, t'as aucun personnage qui est parfait.
C'est vraiment des personnes qu'on pourrait croiser. Il n'y a pas de stéréotype. C'est vraiment. C'est bien ça. C'est des gens normaux, quoi. Et le dépaysement est d'autant plus présent et ils sont attachants. Et enfin, avant de conclure, pourquoi je disais aussi que c'était très shonen dans l'esprit, c'est que en fait, tout y est, quoi. Ça m'a fait penser à Hippo, le manga que tu adores en plus sur la boxe, dans le côté, tu vois, dépassement de soi, le côté être vaillant, l'entraînement, les difficultés liées au sport, l'adrénaline des combats. Ça m'a fait un petit peu penser à GTO avec Onizuka, son côté un peu anti-héros, badass, qui s'en fiche des codes, qui est là pour tout casser. Le héros est un petit peu comme ça. On voit aussi de la tranche de vie, donc c'est très typé japonais, très typé manga, et la série évolue avec le temps, comme le fait un shonen en fait. Donc on passe avec des débuts assez burlesques, assez légers, même absurdes parfois. Donc les premiers épisodes peuvent être un peu déconcertants, mais après ça monte en puissance, jusqu'à atteindre des sommets en termes d'adrénaline et de tension. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc en conclusion, Kira, incroyable série, je l'ai dit. Coup de cœur, je pense que vous l'avez compris. Ce que j'aimais, c'est ce côté vraiment ovni. Elle ressemble à aucune autre. Et en plus, le thème, il est assez inédit quand même, le sumo. On est en parfaite immersion en plus dans le monde du Japon. Parce que s'il y a bien quelque chose qui représente le Japon, c'est le monde des sumos. Parce que c'est ultra traditionnel. Et on sait que le Japon a ce côté un peu ambivalent de ultra technologique, modernité, mais en même temps des traditions très ancrées. Donc le tout est en plus porté par un jeu d'acteurs que j'ai adoré. Ils sont très bien écrits, les personnages, parfois caricaturaux, mais c'est ce qui les rend vraiment très attachants. Et donc je dirais oui, Sanctuary est une série de poids qui m'a mis KO direct. C'est ma série Netflix préférée aujourd'hui, Kira. Voilà, je le dis. Gros coup de cœur. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai toujours été intrigué par la culture sumo, et c'est vrai que du coup, ça me donne pas mal envie de la voir. J'ai une petite question, mais ça, c'est plus dans le côté culture sumo, on le voit peut-être dans la série, mais je me suis toujours posé la question de savoir comment parce que je sais que les sumos, c'est dès l'enfance, en fait, qu'ils sont sélectionnés. Et comment ils sont sélectionnés? Est-ce que c'est de la volonté des parents? Est-ce qu'on allait les chercher? Est-ce qu'on le voit, ça, dans la série? Alors, on le voit pas trop, mais par contre, il y a des indices qui sont donnés par rapport à ça, parce que tu suis une famille où c'est déjà traditionnel. Le père a été Yokozuna, donc le plus haut rang. Son fils, il a pas le choix, il doit faire honneur à la famille et il doit être, tu vois, dans la lignée de son père. Donc il y a ce côté très transmission. Donc il y a ce côté famille. Et en plus, dans le jeu des écuries, donc on y arrive assez tôt, c'est vrai. Il y a des entraînements de sumo pour les enfants et on voit des concours pour les enfants, donc c'est très très tôt, tu as raison de le dire, mais aussi ce que tu vois dans la série, c'est le côté politique, de faire monter tel sumo de telle écurie à tel rang par un jeu de pouvoir, un petit peu d'influence au sein de la société sumo, et ce côté-là, il est extra. Donc tu vois, je pense qu'il y a, oui, pour les enfants, et c'est sélectionné très tôt, on en voit, mais il y a aussi après ce côté jeu un petit peu d'influence qui est passionnant à suivre. D'accord, ouais, ça a l'air cool. Je pense que t'aimerais un 8 épisodes, ça se fait bien, 45 minutes. Oui, c'est bien, en plus je recherche des séries courtes en ce moment. Te laisse juste pas te déstabiliser par le premier épisode, c'est ce que je dis à tout le monde à qui je le conseille. Le premier épisode, c'est du cinéma un peu japonais, burlesque, un peu, voilà. Ils en font des caisses, quoi. Voilà, franchement oui, mais dès le deuxième ça reprend un ton vraiment cool et après ça fait que de monter en puissance. Et si t'es passionné ou en tout cas intrigué par cet univers, franchement cette série elle est parfaite. Ouais, je vais regarder. Et notre épisode touche à sa fin sur ces bonnes paroles et sur cette recommandation Netflix. Kira, que peux-tu dire à nos auditeurs? Je te laisse le mot de la fin, j'ai déjà beaucoup parlé avec la série Sanctuary que j'adore. Que veux-tu dire à nos auditeurs? Que la semaine prochaine, du coup, je vais me coller au sujet hors sujet et je pense parler d'un film que j'ai vu récemment, une sombre histoire d'araignée, enfin, je vous expliquerai le moment venu. Et toi, t'as prévu quoi pour la semaine prochaine? Moi, ce sera un jeu, un puzzle game, pareil, qui est un coup de cœur. Je l'attendais un petit peu au vu des trailers, mais pareil, quand j'ai touché manette en main, c'était vraiment ultra cool. Beaucoup de choses à dire sur ce jeu. C'est un coup de cœur, donc, et il s'appelle... Non, vous le verrez la semaine prochaine, quand même. Faut pas que je dise tout. Alors pareil, bien sûr, ce teasing est soumis à caution. Une fois sur deux, on ne le suit pas. Donc, voilà. Je te jure. Ouais. Image non contractuelle, c'est ça qu'ils disent. Teasing non contractuel. On verra peut-être. Teasing non contractuel, tout à fait. C'est exactement ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne écoute à vous. Merci de nous avoir écoutés. Et bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao.